Salut à tous. Salut. Alors il y a plus de 2 ans maintenant, on vous avait proposé ça. Un NAS ultra rapide, ultra performant, entièrement en bois. Vous avez adoré cette série, vous l'avez propulsé à près de 500 000 vues cumulées. C'est un des plus gros succès de la chaîne. Franchement, on a eu une nouvelle idée avec un NAS et cette fois-ci, il aura une particularité, 2 particularités encore plus incroyables. Il va être imprimé en 3D et surtout avec des SSD. Et qui dit SSD dit une rapidité à toute épreuve, surtout que du coup, tout notre réseau va être multiplié par 5, voire par 10 en termes de vitesse. On va tout exploser, on a essayé de tout faire dans un mini format. On veut vraiment que ça soit un boîtier que les gens peuvent imprimer comme ça, sans support sur n'importe quelle imprimante 3D et qu'ils puissent dedans y mettre un ordinateur pour certes y faire un NAS, mais vous pourriez vous faire une console de jeu ultra portable, ultra performante. Ça fait un mini NAS avec des dizaines de téraoctets de données. Et d'ailleurs, ces données-là, elles sont sponsorisées par Kingston. Merci énormément à la marque Kingston. Ils nous avaient déjà suivis sur différents projets sur la chaîne que vous aviez adoré. C'était pour la domotique, pour faire un système de vidéosurveillance, pour stocker justement toutes les vidéos des caméras. Et là, ils ont des nouveaux SSD, je vous montre ça, c'est incroyable. C'est les Kingston Fury Renegade. Ils nous ont envoyé 2 Tera de cette mémoire Ah non, ultra. non, ils ont pas envoyé 2 Tera, ils ont envoyé 2 fois 2 Tera. C'est complètement fou, ces SSD, ils sont sur un bus PCI Express 4. Ça permet de les faire monter à 7000 mégaoctets par seconde. C'est monstrueux. Pour les gamers, c'est complètement ouf. Et alors du coup, nous on a été obligé de partir en freestyle parce que quand on a décidé de mettre un SSD comme ça dans un NAS, on s'est dit c'est un NAS qui peut pas être sur des réseaux classiques. Il va falloir, comme je vous l'ai dit, avoir un réseau très rapide. Mais pour faire fonctionner ces SSD dans un NAS, il faut pas un petit NAS Synology avec le réseau classique. Non, on est parti en délire complet. Réseau fibré 10 gigabits, la totale. Ça va être fou, on va essayer vraiment de faire un truc tout petit, donc on a une carte mère qui va aller avec ça de taré. On se retrouve dans le bureau et on va tout de suite attaquer avec tout ce concept qu'on a eu avec Baptiste de NAS dans un espace ultra réduit. Alors, juste ici, on a notre ancien NAS. Et en réalité, quand on a voulu dessiner tout ce NAS imprimé en 3D, on s'est simplement inspiré de ce qu'on avait déjà fait sur ce modèle-là. C'est-à-dire que certes, il est en bois, mais si vous allez voir la vidéo qui est en lien dans la description ou dans le petit juste là, vous remarquerez qu'à l'intérieur, on avait une impression 3D qui venait accueillir directement la carte mère. Donc là, normalement, sur l'ordinateur, j'ai déjà tous les fichiers avec déjà le support de carte mère, les entrax, les modèles 3D de SSD, de Ventira, de RAM, etc. pour vraiment construire un nouveau boîtier autour de tout ce matériel-là. Donc ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur ce design avec Baptiste et donc là j'ai déjà tout mon projet Fusion 360 avec ici dans le dossier du projet, tiens d'ailleurs j'ai oublié que maintenant on était partenaire Fusion 360, on paye plus Fusion. Donc on a ici donc tout le dossier du projet NAS Supercharge. On va retrouver donc de la mémoire DDR4, on va retrouver une carte mère et surtout aussi on va avoir des équerres PCI Express. Donc le PCI Express c'est la petite carte qui va juste ici pour pouvoir mettre une carte d'addition, que ça soit une carte réseau, une carte audio, une carte graphique. Et nous ce qu'on va utiliser donc c'est une carte réseau à 10 gigabits. Donc comme d'habitude en fait je suis allé sur le site GrabCAD, vous avez les liens dans la description. Donc c'est un site, une immense librairie de plein de fichiers 3D. J'ai pu justement retrouver des équerres PCI Express en low profile, qui fait qu'on va pouvoir tout faire rentrer dans un petit boîtier. Donc la carte, elle est juste ici. Et donc, je l'ai directement aligné dans Fusion 360 avec l'emplacement PCI Express de la carte mère. Et donc, en partant de ça, on a déjà une empreinte maximale en hauteur et en largeur de notre boîtier en 3D. On va rajouter, pour être certain qu'on n'ait pas de problème de hauteur et de ventilation, le Ventira, donc qui vient refroidir le processeur, ainsi que les barrettes de RAM qui sont situées juste ici. Donc là, vraiment, ça, c'est le cœur de notre NAS. Maintenant qu'on a ça, on a pu dessiner tout un boîtier autour, que voici. C'était extrêmement compliqué de tout faire rentrer parce que là, ça rentre pile poil sur le plateau de notre imprimante 3D, la Prusa i3 MK3. Donc normalement, on va pouvoir tout imprimer en un bloc et j'ai fait hyper attention à ce qu'il n'y ait pas de support. Donc normalement, au niveau du boîtier, tout est arrondi, sauf ici l'emplacement pour la carte mère. Mais par exemple, ici, au niveau de l'interface réseau de la carte PCI Express, on voit que c'est arrondi en haut, donc on va pouvoir imprimer tout ça sans support. Alors, les SSD NVMe dont vous a parlé Baptiste tout à l'heure, c'est des SSD qui s'installent directement sur la carte mère. Donc on n'a pas d'emplacement spécifique à prévoir puisque normalement au niveau de la carte mère, il se situe juste au-dessus du port PCI Express. Mais toujours est-il que nous, on veut faire un NAS. Donc il nous faut un maximum de stockage. Donc on s'est dit qu'on allait encore pousser le délire et qu'on allait mettre des emplacements pour installer 4 SSD au format 2,5 pouces. Donc là pareil, je suis allé sur GrabCAD, j'ai trouvé les SSD, j'ai pu les placer sur le modèle et créer un petit support qui vient
à la fois les accueillir, mais les retenir, parce que juste en dessous là, on va avoir des trous pour y mettre les vis qui vont retenir les SSD. Ensuite, il a fallu aussi réfléchir à avoir un endroit où on allait avoir du vide pour pouvoir y mettre tous les câbles, et surtout, on va rajouter en plus un ventilateur juste ici qui va permettre d'aspirer l'air vers le haut, refroidir l'ensemble du boîtier pour que ça puisse ressortir par l'arrière de la carte mère avec les trous de ventilation qu'on a juste ici. Et puis une fois qu'on a le boîtier comme ça, on a décidé de créer un capot par-dessus. Donc c'est un capot qui vient accueillir une grille pour le ventilateur et le petit logo des frères Poulain. Maintenant pour l'attacher, ce qu'on a fait c'est que juste ici, on a mis 2 vis avec un rebord qui vient se clipser à l'intérieur. Maintenant ça c'est bien sympa mais il faut qu'il ait de la gueule ce boîtier. Donc juste devant, on a essayé de trouver un effet goutte d'eau. J'ai essayé des nouvelles fonctionnalités dans Fusion 360. Peut-être que je pourrais vous en parler lors d'un live, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse. Et donc maintenant qu'on a ça, et ben on a notre boîtier. Il va falloir exporter les fichiers, les mettre dans le logiciel d'impression 3D et envoyer tout ça sur notre Prusa. Maintenant qu'Artus a fini de designer son projet Fusion 360, on va pouvoir l'importer dans Prusa Slicer et je vais vous montrer à quel point on est allé loin dans le millimétrage de la taille du boîtier, puisque quand je l'importe, vous allez voir ça, je vais mettre le central et là vous voyez qu'il ne rentre pas dans ce sens-là sur le plateau. Donc pour le coup, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on le pivote à 90 degrés et normalement on est pile poil au maximum de ce que peut faire la Prusa. Tac, voilà. Mais le problème, c'est que quand on va slicer cette pièce-là, normalement, on a une jupe ou une bordure autour. Et pour le coup, cette partie-là, elle est forcément à l'extérieur de cette surface d'impression. Donc, ça va bloquer l'imprimante. Donc, ce qu'on va devoir mettre dans le logiciel, dans les réglages d'impression, c'est 0 boucle de jupe et 0 bordure pour pouvoir ensuite trancher la pièce sans qu'il y ait le moindre problème. Et là, comme on peut le voir, la Prusa s'en charge admirablement bien. Ensuite, pour les valeurs d'épaisseur de couche, nous, je vous le rappelle, sur la Prusa, on a une buse de 0,6 mm. Donc, on a choisi une valeur d'impression de 0,3 mm d'épaisseur de couche. Et pour le remplissage, pour le coup, vu que les épaisseurs en dessous sont trop fines, on a choisi d'utiliser un remplissage grille qui est beaucoup plus optimal que le remplissage gyroïde dans ce cadre-là. Et normalement, on aura une impression qui sera impeccable. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à récupérer mon impression. Et c'est parti pour l'impression avec la Prusa. Le résultat est absolument incroyable. On a utilisé le PLA Fire de chez Wanao, vous avez tous les liens en description. On voulait le tester, c'est un PLA Silk, donc il a des jolis reflets satinés, etc. Et comme vous pouvez le voir, un petit effet bien stylé. Mais juste avant, on voulait vous parler de problèmes de warping qu'on a eu sur notre modèle. On va profiter justement d'avoir un modèle qui est aussi gros que tout un plateau d'imprimante 3D pour vous parler justement de l'importance du remplissage et des hauteurs de couches. On voit très clairement sur ce modèle qui a été imprimé en blanc, donc c'est celui qui nous a permis de vérifier qu'on n'avait pas fait de grosses erreurs, que eh bien, le warping est extrêmement présent, tout simplement parce que sur ce modèle-là, on avait décidé, pour avoir un côté hyper rigide, d'imprimer en plein. Et donc forcément, on a plus de matière, on a encore plus de tension interne, et donc... Quand ça refroidit, on a des contraintes qui sont plus fortes et qui s'appliquent sur la surface. Plus votre surface est grande, plus vous renforcez ce mécanisme. Un warping comme celui-là, forcément, ça a affecté les autres couches, donc on a des tassements qui sont faits de manière assez régulière sur tout le côté, donc l'impression, en plus d'être warpée, elle est de mauvaise qualité au niveau des liaisons intercouches. Et donc c'était une petite aparté pour vous dire, voilà, parfois si vous avez juste un problème comme ça se règle simplement en gérant le niveau de remplissage que vous allez choisir pour votre pièce. Et le type de remplissage qui, par exemple, avec le grid et sa structure, permet d'endiguer encore plus cet effet-là. Bon, alors, le résultat final, on peut peut-être le regarder maintenant. Alors, on vous a pas parlé aussi du type d'impression qui a été utilisé sur le plateau. C'est encore un remplissage en grille, encore une fois avec le moins de support possible, donc avec la face visible contre le plateau. Et là, on bénéficie encore de la surface texturée du PEI de la Prusa i3. C'est le PEI perlé et on a vraiment en fait cet effet qui fait disparaître la ligne de filament. On dirait du plastique moulé quoi, c'est trop stylé. C'est génial. Je me suis complètement habitué après toutes ces années à ce plateau-là et je pense pas que je reviendrai à quelque chose de lisse. Non. Vous avez sur notre Thingiverse oui. de quoi imprimer votre propre NAS by les frères Poulain. Je pense qu'on a vraiment 2 produits maintenant qu'on a fait by les frères Poulain à imprimer en 3D qui sont hyper intéressants. C'est le projecteur en 3D ainsi que ce NAS-là. Ça s'imprime vraiment sans support sur un plateau et tout le monde peut l'assembler soi-même. Donc n'hésitez pas à retrouver les liens dans la description. Bref, il va falloir assembler le tout, il va falloir tout mettre dans ce boîtier-là pour accueillir justement les fameux SSD NVMe chez Kingston. Donc c'est parti, on met le tout sur le bureau et on vous le présente. Vous l'aurez compris, pour faire ce NAS de rêve, il y a de quoi faire. Fallait du matériel. On a eu en fait énormément de chance parce que quand Kingston nous a appelé, tout de suite, comme on savait qu'il nous fallait au moins une carte mère et un processeur à installer dans le boîtier, on a appelé Asus avec qui on avait déjà collaboré sur nos ordinateurs. Et donc au travers d'Asus, on a été mis en contact avec Intel qui a accepté de nous envoyer un Core i3 12100F. Ce qui sera largement suffisant même pour des débits astronomiques tels que ceux qu'on va avoir. Il y a une partie qu'on a acheté nous-mêmes aussi, notamment le SSD T7 Samsung externe. L'alimentation, les câbles et enfin, on a été sauvé. Cette vidéo
vidéo n'aurait pas vu le jour à la dernière minute par Top Achat et on les remercie énormément. Top Achat nous a envoyé à la dernière minute des 870 QVO de chez Samsung, 4 x 4 Tera. C'est du stockage qui ira derrière les Fury ultra rapides pour pouvoir vraiment avoir bien un volume de données type NAS quoi. Donc on vous la résume courte. Cette vidéo est sponsorisée par Kingston. Plein de marques dont Asus ont joué le jeu pour nous envoyer du matos pour sublimer ce qui va se passer autour de Kingston et on vous conseille bien évidemment d'acheter ces marques-là sur Top Achat. Donc c'est parti, il va falloir qu'on assemble le tout dans notre fameux boîtier imprimé en 3D. Je crois que ça tient. Merci les petits inserts. Alors, vous êtes tout à fait en droit de vous demander pourquoi est-ce que pour un NAS, on est obligé de partir sur une carte de gaming. Une carte de ouf. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'en format mini ITX comme ça, comme c'est très prisé dans le monde du gaming pour faire des mini-ordinateurs super puissants, en définitive, quand on va chercher sur ces tailles-là, on se retrouve sur les gammes ROG de chez Asus. La deuxième, pourquoi c'est la plus haute gamme de la gamme ROG de chez Asus. Et comme je vous le disais en début de vidéo, pourquoi c'est la seule qui pouvait faire ça, c'est qu'elle a un mécanisme très particulier. Sur les cartes mères mini ITX, elles sont tellement petites qu'en général, vous avez de quoi brancher 2 disques durs et éventuellement un port M2 ou NVMe pour mettre un SSD au format des Renegade. Sur cette carte-là, on a 2 ports NVMe qui sont situés sur la face, alors que parfois ils sont derrière, ce qui n'était pas possible dans le cas du NAS. Là en plus, ils sont refroidis directement par des radiateurs, c'est pour ça que la carte est très épaisse, vous le verrez quand on va le démonter, c'est très ingénieux comme système. Et comme on est sur le plus haut de gamme des chipsets, c'est-à-dire Z690 de chez Intel, on a suffisamment de puissance pour avoir aussi les 4 ports SATA qui se branchent au travers d'une carte fille C'est ouf. sur la carte mère. C'est assez dingue en fait, c'est un espèce de mécanisme propre à Asus avec 4 ports SATA. Et c'est retenu avec 2 ports USB type C. Ouais. Donc on a eu Asus au téléphone, ils ont dit pourquoi vous avez besoin de cette carte mère pour un NAS les gars? On a dit parce que c'est la seule. Ils ont fait ah ouais. C'est vraiment le seul avec lequel on peut faire un NAS avec autant de disques, avec un format aussi compact. Par contre, ça va chauffer à mon avis. La ventilation, On verra ce que ça donne. De toute façon, le capot, c'est le plus simple à imprimer. Donc si on a besoin de rajouter de la ventilation, on pourra toujours le faire. Bon, et avant d'installer le reste des composants, juste la taille entière de notre NAS. c'est à peu près ça qu'il faut pour avoir une puissance équivalente, c'est-à-dire du format ATX ou Extended ATX. Vous avez compris quand même que le travail de miniaturisation, là, il est quand même assez conséquent. Bon allez, c'est parti, on continue. Bon, eh bien, ça y est, la RAM et le processeur sont installés. Par contre, on a rencontré une petite mésaventure au niveau du ventirad. Et pour le coup, effectivement, on a dû poncer un petit peu le ventirad officiel d'Intel. Ceci étant dit d'ailleurs, nous avons choisi le ventirad officiel parce qu'on sait que par rapport à la taille qu'il fait, il a d'excellentes performances, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Il est suffisant et surtout, eh ben, comme vous le remarquez, il est à peu près à la même hauteur que tout le reste des composants et on a seulement un i3 12100F. D'ailleurs, ce type de carte mère là, normalement, n'est pas censé recevoir un ventirad comme celui-là. Donc je pense que si tu veux, je leur pardonne le petit ponçage sur le ventirad. Bon, ça y est, ça tient, c'est solide quoi. Et encore une fois, le prochain composant, ça va être Asus qui nous l'a fourni. C'est donc une carte réseau à 10 gigabits seconde. Alors, le réseau classique qu'on peut trouver sur des box internet, c'est 1 gigabit. On peut trouver certains switches en 2,5 voire 5 gigabits. D'ailleurs, la carte mère, elle, par défaut, vu qu'elle est déjà très haut de gamme de base, elle n'a pas le 1 gigabit classique, elle a le 2,5 Ce gigabits. qui peut se retrouver par exemple chez la Freebox Delta ou les dernières box d'Orange. Sauf que là, nous, tout notre réseau est déjà prêt pour recevoir du 10 gigabits. En fibre. Tous les ordinateurs sont connectés en 10 gigabits et donc on va pas faire l'impasse sur le NAS, surtout que pour accéder aux données, il va falloir qu'on aille le plus vite possible. Et surtout que oui, pour supporter un minimum la puissance des Renegade de chez Kingston, bah on a pris ce qu'on pouvait de plus. D'ailleurs, les Renegade sont 7 fois plus rapides que le réseau 10 gigabits de ouf qu'on met là-dedans. Donc, Pour tout vous dire, on est dans la capacité ici de passer en 25 gigabits. Hein. Ouais, bah, Mais ça nous demande de changer tous les câbles, ce Ouais, qu'on ne veut pas faire. C'est los dineros. Juste pour préciser, c'est important que vous compreniez, l'équerre, c'est la barre en métal qui se met ici et qui permet de maintenir la carte. Vous la voyez ici, dans sa version standard, c'est l'équerre que vous avez dans un ordinateur classique. Sauf que là, c'est tellement petit que forcément, bah, ça dépasse. Et on va donc passer sur l'équerre low profile qui est celle-ci.
Allez, on change l'équerre et on l'installe sur la carte mère. L'intégralité du NAS est pré-câblée, ça n'a pas été une mince affaire, vous l'avez vu, hein, on reste toujours dans ce système de compacité extrême où tout rentre pile poil au millimètre carré. Tu nous as quand même pas empêché de mettre ici un petit port USB-C qui sera disponible sur l'avant du NAS si on veut y connecter le disque par exemple sur lequel Joss est en train de tourner à l'heure actuelle. 10 gigabits. En 10 gigabits. Mais là on arrive vraiment à un point crucial, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de câbles. Donc on a 4 câbles SATA pour les 4 SSD Samsung qui vont rentrer dans le NAS. Et à ces disques-là, il faut leur ajouter une alimentation SATA. Donc encore plus de câbles. Comme on est toujours dans la compacité, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas ajouter une alimentation à l'intérieur de ce boîtier parce qu'il serait soit plus gros, soit il chaufferait plus. Donc, pour garder ça, on a choisi une alimentation qu'on appelle Pico PSU. Alors, c'est pas la marque Pico PSU, mais c'est une Pico PSU. C'est une Pico PSU qu'on appelle Oui, finalement. monsieur. Ah oui, exact, je le vois marqué là. Et ça permet de déporter l'intégralité du gros bloc qu'on a normalement à l'intérieur dans un bloc externe et donc de gagner en température et en efficacité et en taille. Il est à noter que ça ne remplace pas une alimentation. Comme l'a dit Baptiste, il y a donc un bloc externe de marque Leike, Deutsche Qualität que nous avons acheté sur Amazon et dont vous avez les liens en description. qui s'approche de près des 200 watts et cette alimentation-là qui permet d'atteindre jusqu'à une puissance de 160 watts. Là, il faut réfléchir un petit peu à la consommation de tout le NAS. Concrètement, on pourrait mettre un Intel 12900K hyper overclocké, etc. Mais ça consommerait beaucoup trop. Et même des disques classiques, des disques durs à plateau, consomment trop pour une petite alimentation comme celle qu'on va mettre. Enfin, c'est surtout parce qu'on en met beaucoup. Parce qu'en vrai, tu peux alimenter un ou deux disques sans problème. Un SSD comme ça, c'est 7 watts par exemple. Ouais, 7 watts en moyenne, ça descend en idle à 2 watts et ça monte au max à 10 quoi. Donc avec une configuration comme ça nous permet quand même d'atteindre les débits maximaux avec une petite alimentation comme ça. C'est parti. Choisis une carte. C'est bon, tu peux la cacher. C'est un Samsung QVO 4 Tera à mémoire QLC 3D. Mais non, Non de 3D. incroyable! L'intérieur du NAS est terminé avec les petits SSD bien alignés, bien fixés par le dessous directement, avec les têtes fraisées et tout, c'est ouf. C'est incroyable. Honnêtement, je suis hyper content parce qu'en termes de cable management, c'est absolument pas parfait. On n'a pas tout mis dans des gaines. Mais par contre, ça rentre pile poil ici sur le côté, qui n'était pas forcément prévu au niveau des plans en 3D. Et donc, on a quand même le ventilateur qui a un espace en dessous pour vraiment laisser l'air couler à l'intérieur du boîtier, plus la petite attache ici. Franchement, on pouvait pas rêver mieux. Le ventilateur, c'est un petit Noctua NF625 qu'on a acheté nous sur Amazon, on vous met les liens en description. Il a été branché juste à côté du connecteur pour le ventilateur du CPU. Par contre, c'est un connecteur qui est absolument pas réglable, il est full puissance. N'oublions pas qu'ici, on a un usage professionnel de ce NAS-là, que les Noctua, c'est déjà silencieux. Donc de toute façon, vaut mieux qu'il envoie le maximum d'air pour refroidir le tout. Et puis on a pu mettre le bouton d'alimentation qui est super satisfaisant juste au-dessus de l'alimentation elle-même qui rentre à la perfection avec son petit connecteur barrel. Et donc maintenant, il va falloir refermer le tout. Mais on vous avait parlé d'une surprise cachée dans le capot. Juste ici, en définitive, vous avez là un emplacement pour un SSD T7 de chez Samsung avec le petit cable management ici qui va nous permettre de sortir le câble et le brancher à l'extérieur. Pourquoi, Baptiste? Eh bien parce qu'en fait, sur le premier NAS, la première série de NAS, on avait utilisé la distribution Unread qui est absolument fantastique, on s'en sert tous les jours. Pour utiliser des disques durs, c'est génial, c'est simple, c'est rapide, c'est puissant. Sauf que tout est dans le nom, c'est Unread, donc c'est un petit peu particulier et pour des raisons complexes, le fonctionnement de Unread n'est pas bien adapté au SSD. Donc cette fois-ci, on va en profiter pour vous faire découvrir un nouvel OS pour NAS. On va utiliser la suite TrueNAS et cette suite-là, on peut pas l'installer comme Unread sur une clé USB. Normalement, TrueNAS doit s'installer sur un des disques qu'on va avoir en interne dans le NAS, ce qui est très peu optimal puisqu'on va bouffer un SSD de 4 Tera pour mettre un OS qui fait 1 Go. Donc on a eu une idée, en fait, on peut quand même l'installer sur un périphérique externe et booter depuis ce périphérique externe. Sauf que c'est pas optimal sur une clé USB et donc la meilleure des solutions, c'est de passer en USB certes, mais via un SSD externe. Si on le met sur une clé USB, ça va supporter beaucoup de cycles d'écriture et de lecture qui vont user la clé USB en 6 mois à 1 an, alors que si on prend un SSD externe, on aura toute la versatilité d'un véritable SSD qui peut durer des années, mais
Nous, on prend un externe qu'on met en interne en trichant, en le mettant dans le capot. Et on profite de la rapidité de ce disque-là, de ce que nous permet aussi la carte mère pour avoir vraiment un lien à 10 gigabits entre le SSD et la carte mère. SSD qu'on a acheté nous-mêmes d'ailleurs, il n'est pas sponsorisé, il faut le préciser, même si vous pouvez l'acheter sur Top Achat. Exactement, c'est Top Achat aussi qui fournit le matos. C'est la monnaie des frères Poulain. Et donc, comme toujours, comme on voulait que ça s'imprime super facilement, au lieu de faire un système externe pour brancher le SSD, etc., tout a été conçu à l'intérieur du capot sur lequel viendra ici se clipser le SSD. Et le passage de câble USB-C à l'intérieur. Donc c'est parti, on assemble tout et on pourra tout fermer pour installer TrueNAS. On a relié le NAS à l'alimentation au réseau avec un clavier, une souris. On a eu quelques problèmes, mais maintenant, ça marche. Si jamais vous voulez reproduire l'expérience de la façon dont on l'a fait, on vous conseille plutôt d'acheter un Samsung T5, parce que nous, on a dû désactiver les fonctions Thunderbolt, etc. sur les ports USB-C de la carte mère, mais c'est pas très grave, ça fonctionne, c'est ce qui compte. De toute façon, si TrueNAS n'avait pas marché, on aurait pu passer par un autre OS. Ça reste un ordinateur qui est hyper fonctionnel, et vous avez aussi toutes les recommandations techniques sur le site de TrueNAS. On vous met tous les liens en description pour que vous puissiez vous-même créer votre système. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est configurer TrueNAS pour reconnaître nos SSD, créer les blocs de stockage qui vont permettre d'y placer les données à une vitesse folle. Donc on se retrouve sur mon ordinateur et on va configurer la pool. Donc sur l'ordinateur, tout à l'heure, une fois que TrueNAS avait démarré, il nous a indiqué son adresse IP pour y accéder. Donc là, dans le navigateur, j'ai mis l'adresse IP de TrueNAS et on voit tout de suite qu'on se retrouve sur le dashboard avec les informations principales du NAS. Donc l'usage du CPU, l'usage de la mémoire et surtout aussi les températures. On voit que là, sans aucun usage, il tourne à 42 degrés, ce qui est très raisonnable. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans l'onglet Storage, ce qui veut dire stockage, et on va créer des pools. Alors je vais pas rentrer dans les termes techniques, mais concrètement, on va choisir les disques qui vont travailler ensemble. Nous, on va en créer deux. On va créer celui avec les Fury Renegade qui sont super rapides, et l'autre avec les SSD 2,5 pouces de chez Samsung. Donc on crée la pool, et on va voir tout de suite tous nos disques. Donc on voit bien qu'on a nos disques NVMe qui sont juste là. On va les sélectionner, on leur attribue un nom. Donc les disques NVMe, je vous rappelle que c'est les Fury Renegade, et on va les ajouter dans notre pool. Ensuite, juste ici, on va choisir comment les données s'organisent sur les disques, puisque là, ce qu'on veut faire, c'est avoir un gros bloc de stockage, alors qu'en réalité, on a deux disques différents. Donc, est-ce qu'on veut que ces disques, ça soit les mêmes, ils soient tous copiés les uns entre eux, ou est-ce qu'on veut que les données se dispersent sur les divers disques, avec la possibilité d'avoir un disque défectueux qu'on va pouvoir changer et remplacer pour reconstruire les données. Nous, ce qu'on va faire, comme on a deux disques et qu'on veut qu'il y ait une sécurité maximale sur ces disques-là, on va créer un miroir. Ça veut dire que toutes les données sur un disque se retrouveront sur le deuxième, et s'il y en a un qui plante, eh ben, on aura l'intégralité des données sur l'autre. Donc c'est parti, on sélectionne Mirror et on crée la pool. Donc on a bien deux disques de capacité 1,82 Teraoctets, et donc là, normalement, comme on a choisi le miroir, ben on aura finalement un bloc de stockage qui ne fera que 1,82 Teraoctets lui aussi. Du coup, comme on a toujours un écran relié au NAS, c'est absolument pas obligatoire, mais là on l'a laissé, tout ce que Artus fait à distance depuis son ordinateur, vous allez le voir se répercuter directement sur cet écran-là. Là, on le voit, Artus est en train de créer la pool en mirroring, et tout de suite, les informations sont répercutées et effectuer cette fameuse manipulation qu'il a commandée depuis son poste. Donc logiquement, pour la deuxième pool, on n'a plus que les 4 SSD Samsung qui sont disponibles. Et là, on va avoir plus de choix au niveau de la répartition des données entre les divers disques. On peut choisir cette fois-ci le Mirror, comme tout à l'heure, mais aussi Red Z et Red Z2. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais le Red Z1 ou le Red Z, c'est tout simplement la possibilité d'avoir un disque qui tombe en panne sans perdre des données. Et le Red Z2, c'est la possibilité d'avoir deux disques. Comme on va avoir ces disques-là qui permettent de récupérer l'intégralité de nos données en cas de défaut d'un des disques, forcément, il va pas être comptabilisé dans le nombre de gigas ou de téraoctets qui vont être disponibles, puisque ce disque est juste là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte de données. Donc si je choisis de n'avoir aucune sécurité, on va avoir 14 téraoctets de disponibles. Si on choisit RAID 1, on va avoir un disque en moins, donc 10 téraoctets. Et si on choisit RAID Z2, on va avoir deux disques en moins, donc on n'aura plus que 7,27 téraoctets d'espace disponible. Nous, on n'a pas besoin de deux disques de sécurité, un seul ça suffit. Donc on choisit RAID Z, on crée. Et maintenant, on va avoir notre stockage ultra rapide grâce au Kingston Fury Renegade, et ensuite celui sur lequel on pourra stocker un petit peu plus de données, qui sera plus gros, plus conséquent sur les Samsung. Il est temps de montrer un petit peu les vitesses qu'on peut atteindre avec ce NAS en faisant un transfert de gros fichiers directement depuis mon ordinateur, qui est juste ici à gauche, jusqu'au NAS Fury, qui est juste ici à droite. Pour ça, mon ordinateur a été équipé d'une carte 10 Gb Asus, qui est la même que celle qui est dans le NAS, et donc ça nous permet de connecter les deux à pleine vitesse. Alors vous le verrez, on sera pas exactement à 1 gigaoctet par seconde, qui correspond plus ou moins à 10 gigabits par seconde, parce que
qu'il y a plein de réglages réseau à faire qu'on va pas faire ici parce qu'ils sont très techniques, mais rien que comme ça, par défaut, on va atteindre des débits absolument hallucinants et je vous montre ça dès maintenant. Pour ça, on va utiliser un rush vidéo issu de cette caméra qui fait des énormes rushs en RAW, c'est un format vidéo qui est extrêmement lourd et on va le transférer sur l'ancien NAS qui est juste ici, donc le NAS Unread. Donc vous avez mon ordinateur, le nouveau NAS qu'on a configuré en SSD imprimé en 3D et l'ancien NAS Unread qui est déjà sur un réseau très rapide de 2,5 gigabits avec des disques durs. Je fais le transfert, j'envoie le fichier, et là on voit qu'on est à 100 mégaoctets par seconde. Alors ce NAS, en théorie, il peut monter à 280 mégaoctets par seconde, mais là nos disques sont tellement pleins qu'on dépasse pas le 100 mégaoctets par seconde. Et on voit qu'avec le transfert sur l'ancien NAS, on est à presque 2 minutes de transfert pour ce fichier. Bon voilà, on a transféré donc notre fichier sur l'ancien NAS, qui était, je le rappelle, un NAS très haut de gamme. Si vous avez vu les vidéos, ne les manquez pas. Et maintenant, on va s'amuser à l'envoyer dans le nouveau NAS SSD imprimé en 3D qu'on vient de configurer. Et je pense que je me marre d'avance parce que vous allez voir. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Sans aucune configuration, je suis à près de 7 gigabits par seconde, 729 mégaoctets par seconde en débit constant. Ça a pris quoi, 15 secondes ? Et mon fichier est transféré. Je pense que ça, multiplié à l'échelle d'une entreprise d'audiovisuel comme la nôtre, ça n'a pas de prix. Ce qu'on peut faire aussi, c'est voir comment les disques interagissent directement en dehors du réseau en leur envoyant directement un fichier d'un disque vers un autre. C'est ce qu'on va faire juste là. Je vais envoyer une commande, je vais coller le fichier directement d'un SSD vers l'autre et vous allez voir la vitesse. 1,5 gigaoctets par seconde, tout va bien. Voilà, je pense que tout est dit. Voilà les amis, tout va bien. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez maintenant, c'est l'engagement qui compte sur YouTube. Vous avez explosé les statistiques des dernières vidéos depuis qu'on vous demande ça. Vous avez été incroyable. D'ailleurs, ça nous motive. Là, on a un nouveau petit décor. On espère que ça vous plaît. Donc, le like, le partage, l'abonnement et le petit commentaire. Franchement, ça redonne des couleurs à la chaîne et ça fait super plaisir. Bien évidemment, on remercie toujours les tipeurs et notre sponsor de la vidéo, Kingston, sans qui on n'aurait pas eu ces SSD super rapides. Et évidemment, Asus qui nous a permis d'installer ces SSD sur une carte mère tangible. Et enfin, évidemment, si vous voulez acheter tout ce matériel-là, n'hésitez pas à retrouver les liens de Top Achat dans la description. Les gars, vous savez ce qui s'est passé, vous avez géré, vous avez été hyper réactifs, bravo à vous. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Avec une configuration comme ça nous permet quand même d'atteindre les débits maximaux avec une petite alimentation comme ça. Maximo qui vous permet de faire de la livraison à domicile de produits frais et surgelés. Ça, les gens ne le savent pas parce que Maximo, c'est que en Ile-de-France. C'est vrai? Oui, Ça existe encore? Ouais. C'était mon grand-père qui faisait ça. Enfin, du coup, c'était notre grand-père.